Quelles cellules composent le système immunitaire inné et le système immunitaire acquis? En pratique, à quoi cela nous sert-il de savoir que le psoriasis est médié par telle ou telle interleukine ou que l'eczéma est médié par telle ou telle interleukine? Comment développe-t-on un eczéma de contact au nickel ou encore à une teinture du cuir chevelu? Ce cours devrait vous permettre de répondre à certaines de ces questions. Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'île de la Réunion et je vous propose de réaliser le cours sur le système immunitaire cutané aujourd'hui. Ce cours est issu du livre Revêtement cutané, édité par Elsevier Masson et rédigé par le Collège des enseignants de dermatologie de France. À la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique. Je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Berin Birgen. Et je tiens à préciser que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. La réponse immunitaire, elle est primordiale au niveau cutané car l'épiderme est en contact avec l'environnement et les agents infectieux. Cette réponse immunitaire n'existe pas qu'au niveau de la peau, elle existe également au niveau d'autres tissus et particulièrement au niveau du tube digestif. Cette réponse immunitaire, elle va être induite par une agression, une plaie, une effraction, une inflammation ou encore des microbes tels que des bactéries, virus, parasites, champignons. Schématiquement, on va distinguer deux types d'immunité. La première immunité qu'on va dire innée, qui est une immunité ancienne, mais rapide, mais qui ne va pas être spécifique, qui ne va pas avoir de mémoire de la réponse immunitaire réalisée à ce moment-là. Elle va être composée de macrophages, de polynucléaires, de monocytes ou encore de cellules qu'on appelle les natural killers. Cette réponse, elle se fait en périphérie, contrairement à l'autre réponse que l'on va voir dans un instant, qui va se faire plutôt au niveau du ganglion. Cette immunité innée va alors interagir avec les cellules dendritiques qui vont avoir une capacité de phagocytose et de migration jusqu'aux organes lymphoïdes, donc à savoir principalement les ganglions, pour stimuler une immunité adaptative composée de lymphocytes TCD4, TCD8. Il verra qu'il existe d'autres lymphocytes T, mais également d'une immunité adaptative humorale au niveau des lymphocytes B et des plasmocytes. Ce système est un peu plus lent, d'accord? Il va prendre plusieurs heures, plusieurs jours, mais lui, il va être spécifique de l'agent infectieux, si c'est effectivement un agent infectieux qui est en cause dans cette réponse immunitaire. Et il va y avoir une composante de mémoire qui va permettre d'être beaucoup plus efficace dans un second temps. C'est le principe de la vaccination. Pour rappel, la peau comprend différentes barrières. Tout d'abord, une barrière mécanique qui est très importante, gérée par et les kératinocytes qui forment les briques et la substance interkératinocytaire qui va former le ciment. Je vous renvoie au cours dédié sur le sujet. Il y a également une barrière microbienne pour laquelle il va y avoir entre autres des bonnes bactéries qui vont permettre de stimuler les kératinocytes, qui vont permettre de produire, de stimuler des molécules de défense et qui vont limiter le développement de mauvaises bactéries. Et puis la barrière immune que l'on va voir maintenant et qui, lors d'une agression externe, va détecter, reconnaître, transmettre l'information et protéger la peau de ce qui est en train de se passer. Tout d'abord, quelles sont les cellules impliquées dans l'immunité innée, donc dans la première partie de l'immunité? Eh bien, on va citer en premier lieu les kératinocytes. Les kératinocytes, ils assurent une véritable barrière grâce à leur cohésion mécanique en lien avec les desmosomes qui vont permettre de les tenir les uns aux autres, mais également parce qu'ils vont produire des défensines, des peptides antimicrobiens qui vont initier la réponse inflammatoire. Ensuite, il y a les granulocytes, on dit encore les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles, qui vont sécréter des protéines antimicrobiennes, qui vont produire des dérivés de métabolisme oxydatif avec des radicolipides, des leucotriènes. Si vous faites par exemple ici une biopsie cutanée dans le cadre d'un ectyma streptococcique, eh bien, vous verrez de très nombreux polynucléaires neutrophiles. Et puis, on a également les mastocytes. Alors, les mastocytes, ils ont vraiment cette particularité de libérer de l'histamine. C'est une cellule qui est très, très ancienne dans le développement du système immunitaire de manière générale et au niveau humain. Cette libération d'histamine, c'est un signal d'alerte important qui va entraîner des démangeaisons, une des maladies phares déclenchées par les mastocytes et déclenchées par la libération d'histamine. C'est l'urticaire que vous pouvez voir ici, donc une lésion érythémateuse, papuleuse, prurigineuse avec une bordure surélevée, hein, c'est une vraie papule, et qui va avoir une composante de migration, souvent les plaques bougent, et surtout c'est très prurigineux. Et puis on sait également que ces mastocytes ont une capacité à présenter les antigènes aux lymphocytes T. Il y a également d'autres cellules impliquées dans l'immunité innée, telles que l'endothélium. Donc l'endothélium, c'est ce qui va composer les vaisseaux sanguins, pour lesquels eh bien, il va y avoir la possibilité
de laisser passer les leucocytes vers la peau. Donc, par exemple, bien entendu, dans le sang, on a les globules rouges, on a les plaquettes, on a également les globules blancs. Et bien, ces globules blancs, si jamais ils sont alertés, s'ils sont stimulés, ils vont avoir la capacité à passer l'endothélium. L'endothélium va permettre leur passage plus facilement pour aller lutter contre l'infection, contre l'agression extérieure. Et cet endothélium va également avoir la capacité d'exprimer des sélectines, des intégrines ou encore des chymokines. Les autres cellules, ça peut être les monocytes ou macrophages. Alors, eux, ils vont avoir une capacité principalement donc, de phagocytose. Donc, vous avez ici un petit dessin, vous voyez votre macrophage composé de ces lysosomes qui va venir phagocyter un virus. Le virus est rentré dans le macrophage. Le macrophage va attaquer ce virus avec ses lysosomes et va ensuite libérer les déchets de façon à pouvoir, entre autres, aussi exprimer, présenter des antigènes à des lymphocytes T naïfs pour les activer. Il existe des maladies dans lesquelles vous pourriez observer des macrophages. Alors, ces macrophages seraient alors organisés sous forme de granulomes. Vous avez ici une photo anatomopathologique d'un granulome où vous pouvez observer des macrophages, mais des macrophages aussi qui ont évolué, qui sont devenus des cellules géantes multinucléées et qui s'agglomèrent comme ça sous forme d'un granulome et qui vont entraîner sur la peau, par exemple, une maladie qu'on appelle la sarcoïdose, qui sont des petites lésions papuleuses, violines, érythémateuses, plus ou moins sur le visage, plus ou moins sur le corps. Je vous laisse vous référer au cours dédié sur ce chapitre. Enfin, il existe également les fibroblastes. Les fibroblastes, vous les avez ici représentés à travers ces deux schémas de peau jeune et peau mature pour montrer qu'ils sont impliqués dans la production des fibres élastiques. Et vous voyez que ces fibres élastiques sont beaucoup plus importantes dans une peau jeune que dans une peau mature, ce qui est à l'origine, entre autres, de l'arrivée des rides. Les fibroblastes sont également à l'origine de la production d'une substance fondamentale, la substance fondamentale du derme, qui a un but de stockage et de relargage de cytokines et de chymokines, et donc qui est extrêmement important dans l'immunité innée. Et puis, on a découvert assez récemment que les fibroblastes avaient également une action importante dans la physiopathologie au niveau du psoriasis en termes de réactivité et de messages à envoyer au reste des cellules et particulièrement aux kératinocytes. Alors, maintenant, quelles sont les cellules impliquées dans l'immunité acquise? On vient de finir la partie innée, on passe maintenant à la partie acquise. Tout d'abord, les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques situées au niveau de l'épiderme s'appellent les cellules de Langerhans, mais elles peuvent être également présentes au niveau du derme. Ces cellules sont issues de la moelle osseuse et représentent 2% des cellules épidermiques. Elles vont former, grâce à leur prolongement cytoplasmique, ce qu'on appelle les dendrites, que l'on voit très bien à ce niveau-là sur la figure, un vaste réseau de sentinelles immunologiques en maille très serrée dans l'épiderme. Ça veut dire qu'elles sont situées sur la partie supérieure de votre peau, donc au niveau de l'épiderme, et elles vont être en contact avec tous les éléments extérieurs pour pouvoir alerter le reste du système immunitaire. Elles ont vraiment un rôle de premier plan au niveau de l'interface entre l'immunité innée et acquis. On le voyait très bien sur le graphique que je vous ai présenté en début de cours, où on avait l'immunité innée d'un côté, l'immunité acquise de l'autre, et cette cellule qui faisait la jonction entre les deux. Elle a une activité de phagocytose, donc elle va absorber les différents pathogènes, les différents micro-organismes, les différentes cellules mortes qui vont être en contact avec ces membranes. Et elle va, en cas donc de la présence d'un signal de danger, elle va être capable d'activer les lymphocytes en migrant jusqu'au ganglion. Et à ce moment-là, elle va déclencher la réaction immunologique acquise. Cette cellule est donc une cellule présentatrice d'antigènes. Vous pourrez le voir également dans le reste du cours nommé CPA ou APC. Et elle va être donc capable de présenter des antigènes aux lymphocytes T naïfs. Ensuite, dans cette réponse acquise, eh bien, il y a les lymphocytes. Tout d'abord, les lymphocytes B, qui peuvent également être des plasmocytes dans leur différenciation terminale et qui ont pour objectif de produire des anticorps spécifiques d'un antigène. On a les lymphocytes T, principalement les CD4 plus auxiliaires et les CD8 plus qui sont cytotoxiques et qui, en fait, après une première rencontre avec l'antigène, les lymphocytes T naïfs vont devenir soit des lymphocytes T effecteurs, soit des lymphocytes T mémoire, soit des lymphocytes T régulateurs. Les lymphocytes vont présenter à leur surface des récepteurs spécifiques d'un motif antigénique, et donc il s'agit de l'épitope. Vous avez ici, par exemple, sur cette figure,
dont je m'excuse de la qualité puisque je l'ai un peu reconstruite à partir de différents supports. Vous avez ici donc un antigène avec différents épitopes, un triangle vert ou un carré rouge. Et votre lymphocyte TCD4, par exemple, va présenter son récepteur et va être spécifique de cet épitope carré rouge ici pour pouvoir arrêter ou lutter contre cet antigène présent. Et puis, il y a les lymphocytes NK. Les lymphocytes NK, ce sont les lymphocytes natural killer. Alors, ils ne font pas totalement partie finalement de cette immunité acquise. Ce sont plutôt des cellules qui font partie de l'immunité innée, car elles vont être capables en fait de détruire n'importe quelle cellule du soi sans expression du CMH, donc sans expression du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, par exemple, ça peut refléter la présence d'une cellule cancéreuse ou d'une infection virale, et elles vont pouvoir agir directement. Ce sont des cellules qui sont pas très nombreuses, mais qui permettent déjà de pouvoir faire le tri dans le cadre d'une réaction immunologique. Alors, pour schématiser un peu les choses par rapport à ces deux grandes catégories de lymphocytes, vous avez les lymphocytes B d'un côté et les lymphocytes T de l'autre, qui vont donc reconnaître spécifiquement un antigène, qui vont se multiplier, qui vont mettre de côté des lymphocytes mémoire qui pourront revenir, réagir dans un second temps dans le cadre d'une deuxième infection similaire. Et puis, les lymphocytes B, eux, ils vont plutôt produire des anticorps. Donc, vous avez plein d'anticorps à ce niveau-là qui vont venir neutraliser les antigènes. Et grâce à la neutralisation, la phagocytose derrière va être plus aisée. D'un autre côté, il existe les lymphocytes T. Les lymphocytes T vont également avoir la capacité à mettre en réserve des lymphocytes mémoire de façon à pouvoir réagir de manière plus rapide lors d'une deuxième infection, lors d'un deuxième contact avec un allergène. Et ils vont alors, eux, par contre, avoir une action plutôt de destruction par contact des cellules infectées avec le virus. Comment les lymphocytes T naïfs vont être activés? Déjà, ces lymphocytes T naïfs vont être activés spécifiquement dans les ganglions et ils vont être activés par des cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules présentatrices d'antigènes, ça peut être des cellules dendritiques, mais ça peut être aussi, comme on peut le voir sur cette figure, des cellules tumorales. Ils vont être alors activés en lymphocytes T mémoire, mais ils peuvent être aussi activés en lymphocytes T effecteurs. Et cela va passer par la présentation par le CMH1 et 2 au TCR du lymphocyte T. Vous voyez ici ce CMH, donc ce complexe majeur d'histocompatibilité 1 et 2, qui s'active, qui se lie au TCR du lymphocyte T naïf et qui alors est le premier signal d'activation permettant de transformer le lymphocyte T naïf en lymphocyte T effecteur, qui va être soit CD4+ auxiliaire, c'est-à-dire qu'il va avoir la capacité de produire des cytokines, des chimiokines pro-inflammatoires, et il va aider les lymphocytes B, donc de l'autre côté de la partie système immunitaire acquis, les lymphocytes B à devenir donc des plasmocytes. Et puis, il va également pouvoir se transformer en CD8+ cytotoxiques, qui, eux, vont avoir une action cytotoxique directe. Puis, il va y avoir besoin d'un deuxième signal d'activation qui va passer par OX40, OX40 ligand, CD40, CD40 ligand. Il existe également les signaux inhibiteurs qui vont permettre d'éviter une activation incontrôlée. Ça va passer par le PD-1 ou encore le CTLA4 ou le TIM3. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des molécules ont été développées pour inhiber ces signaux d'inhibiteurs. On parle d'anti-PD-1, d'anti-CTLA4. Et vous voyez ici, par exemple, un patient présentant un mélanome qui a par la suite fait des métastases cutanées. Et aujourd'hui, les anti-PD-1, les anti-CTLA4 sont des très bonnes indications pour ce type de cancer. Donc, on n'est pas du tout dans une réaction immunologique contre une infection, on est réellement dans une réaction immunologique contre un cancer avec des efficacités qui sont clairement très, très intéressantes pour ces patients présentant certains types de cancers répondant à ces indications. Il existe également les T-régulateurs, les lymphocytes T-régulateurs, qui vont eux aussi avoir une action inhibitrice dans la réaction immunologique, la réaction inflammatoire. Juste pour revenir un peu sur le lymphocyte TCD4+, donc il va reconnaître l'antigène présenté par les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 des cellules dendritiques, donc c'est des cellules présentatrices d'antigènes. Et son activation donc, va passer par ces cellules dendritiques et il va passer du stade lymphocyte TCD4+, TH0, donc dit non polarisé, à des populations distinctes, des lymphocytes TCD4+, TH1, TH2, TH17, qui vont se faire en fonction de la nature de l'antigène, de la fonctionnalité des cellules dendritiques et des facteurs propres à l'individu.
Donc la cellule dendritique, si elle propose de l'interleukine 12, eh bien l'activation du facteur de transcription T-BET va permettre à ce que le lymphocyte TCD4 devienne du TH1. Si c'est de l'interleukine 4, eh bien le facteur de transcription GATA2 va permettre de faire en sorte que le lymphocyte TCD4 devienne du TH2. Et si c'est de l'interleukine 23, eh bien le ROR gamma permettra à ce que le lymphocyte TCD4 devienne du TH17. Comment est-ce que les cellules de l'immunité communiquent et se déplacent? Eh bien, tout ça, c'est lié entre autres aux cytokines. Et donc, dans les cytokines, on peut distinguer les interleukines qui vont permettre la communication. Et donc, lorsque vous allez avoir une agression et que vous allez avoir une activation cellulaire, il va y avoir alors une production de cytokines pro-inflammatoires telles que les interleukines 1, interleukine 3, interleukine 6 ou encore le TNF, TNF-alpha. Et on va avoir alors des signes cliniques de l'inflammation tels que de la rougeur, douleur et de l'œdème. Et puis, la navigation vers le foyer inflammatoire va se faire à l'aide des chimiokines, qui vont être des cellules pro-inflammatoires et qui vont venir dans l'unité microvasculaire dermique au niveau des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Donc, quand vous prenez une coupe de peau, vous avez l'épiderme en haut, avec la couche cornée qu'on voit ici, le stratum corneum. Vous avez ensuite le derme papillaire. Et donc, dans ce derme papillaire, vous avez les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques. C'est l'unité microvasculaire dermique. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'il va y avoir la navigation qui va pouvoir se faire. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir qu'il y a telle ou telle interleukine dans la physiopathologie du psoriasis? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la physiopathologie de cette maladie, il y a un cours dédié, mais lorsque l'on va avoir un trigger, un facteur déclenchant, eh bien, on va avoir une activation, entre autres, des cellules dendritiques, que l'on retrouve ici, et il va y avoir une production d'un certain nombre d'interleukines, que ce soit de ces cellules dendritiques ou même des kératinocytes, et vous voyez apparaître TNF-alpha, vous voyez apparaître interleukine 12, interleukine 23, interleukine 17. Eh bien, tout ça, c'est très important de le savoir parce qu'aujourd'hui, on a des molécules biologiques qui permettent de cibler spécifiquement ces interleukines et donc de réduire, voire même de permettre un blanchissement, comme on dit, d'avoir une disparition complète ou en grande partie des plaques de psoriasis chez les patients. Il en est de même pour la dermatite atopique, mais vous pouvez voir ici, encore une fois, je ne vais pas m'attarder trop sur cette physiopathologie qui fait l'objet d'un cours. Vous avez ici une dermatite atopique du nourrisson sur les zones convexes du visage. Vous avez ici une dermatite atopique chez un jeune adolescent au niveau donc, de la face dorsale des genoux, au niveau du pli du coude. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un allergène, vous allez avoir une dysfonction de cette barrière avec une diminution de la filagrine, par exemple, et vous allez avoir une stimulation de vos cellules dendritiques qui vont permettre de développer des lymphocytes TCD4, plutôt TH2 ici, et la production d'interleukine 4, d'interleukine 13. Et donc ça, c'est très important parce qu'encore une fois, eh bien, on va avoir aujourd'hui des biothérapies, des traitements biologiques qui vont venir cibler spécifiquement ces molécules, ces interleukines, et qui vont permettre d'avoir soit des rémissions complètes, soit des améliorations vraiment très impressionnantes de la peau de nos patients. Donc, si on reprend en graphique ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, la cellule dendritique activée vient au contact de la cellule TCD4-TH0 et selon l'interleukine, eh bien, il va y avoir une activation du facteur de transcription qui va conduire un lymphocyte TCD4 plutôt de type TH1, plutôt de type TH2 ou TH17. Et selon ce type, eh bien, vous allez avoir telle ou telle interleukine qui vont pouvoir être produites par ce nouveau lymphocyte TCD4. Et ces interleukines vont être actives dans différentes pathologies, comme la dermatite atopique pour le TH2, comme plutôt le psoriasis ou des infections fongiques pour le TH17, par exemple. Concernant les lymphocytes TCD8, eh bien, ils vont reconnaître l'antigène présenté par les molécules du CMH de classe 1, donc du complexe majeur d'histocompatibilité, cette fois-ci de classe 1, des cellules présentatrices d'antigènes dites professionnelles, à savoir les cellules dendritiques, mais pas que, des globules blancs de type lymphocyte B, mais également des macrophages. Mais ils peuvent aussi reconnaître des cellules des tissus exprimant un antigène. Ils vont avoir une action cytotoxique et qui va permettre de guérir des infections virales, mais également de détruire des cellules cancéreuses. Que va-t-il se passer lorsqu'il va y avoir une présentation de l'antigène au lymphocyte CD8? Eh bien, il va y avoir une destruction de la cellule qui exprime cet antigène par des facteurs solubles de type perforine, granzyme, granulysine ou encore des facteurs membranaires de type phase ligand. Il va également y avoir une production de cytokines pro-inflammatoires de type 1, 2 et 17 et une reconnaissance des aptènes. Pour rappel, l'aptène, c'est un des deux éléments constitutifs d'un antigène. Les lymphocytes T régulateurs, on en parlait tout à l'heure,
Lorsque l'on était face à l'activation des lymphocytes T naïfs, ils apparaissaient en haut à droite sur l'écran. Il existe deux sous-populations, le TR1 et le lymphocyte TCD4+, CD5+, que l'on appelle Treg. Ils ont la capacité tous les deux à avoir une faible réponse à une stimulation de leur TCR et une incapacité à produire de l'interleukine 2. Mais par contre, ils vont produire deux cytokines anti-inflammatoires, l'interleukine 10 et le TGF-bêta. Les Treg, ils vont avoir la capacité à inhiber par contact également les lymphocytes cibles grâce à la molécule CTLA4. Et en cas de réponse immunitaire spécifique, ils vont rapidement prendre le dessus, le pas sur les cellules effectrices et vont permettre d'inhiber l'inflammation. Alors, quelques graphiques de synthèse où l'on a ici donc, les microbes qui viennent stimuler l'immunité innée au niveau de la barrière épithéliale à travers la phagocytose, à travers les cellules dendritiques, les cellules NK ou encore le complément. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un déclenchement de l'immunité adaptative avec principalement les lymphocytes B et la production d'anticorps ou les lymphocytes T et la stimulation des différentes cellules. Qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est de constater ici le délai où on a cette immunité innée qui est encore une fois rapide, qui apparaît dès les premières heures, et cette immunité adaptative qui va être beaucoup plus spécifique, mais qui va apparaître d'ici quelques jours. Donc, si on reprend lymphocyte par lymphocyte, eh bien, on a ce lymphocyte B qui va déclencher des anticorps pour pouvoir lutter contre le microbe et permettre la neutralisation du microbe, la phagocytose, l'activation du complément. Les lymphocytes T auxiliaires, eux, vont permettre, par la libération de diverses cytokines, d'activer des macrophages, d'activer de l'inflammation, d'activer la prolifération et différenciation des lymphocytes T et B. Les lymphocytes T cytotoxiques, eh bien, eux, ils vont avoir l'action de détruire directement les cellules infectées. Les lymphocytes T régulateurs, eux, vont supprimer de la réponse immunitaire. Et les cellules NK, donc les lymphocytes natural killer, vont venir également avoir la possibilité de lyser la cellule infectée, mais on voit la distinction qu'il existe avec les lymphocytes T cytotoxiques qui, eux, ont une spécificité par l'antigène exprimé par le microbe, alors que les cellules NK, comme on le disait, eux, ont plutôt une composante de l'immunité innée, c'est-à-dire non spécifique, et parce qu'il n'y va pas y avoir de présentation du CMH d'une des cellules de soi, va alors entraîner une lyse de la cellule infectée directement. Pour reprendre un petit peu sur ce qui se passe dans la peau et où se situent ces différentes choses, pour rappel, vous avez l'épiderme en haut, vous avez ensuite le derme et puis l'hypoderme. Et donc, les différentes cellules, on a dit que les kératinocytes avaient une implication importante, mais ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que vous voyez que les cellules de Langerhans sont bien présentes au sein de l'épiderme et vont ensuite migrer jusqu'au ganglion pour stimuler les différents lymphocytes, différentes réponses immunologiques. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que les autres cellules sont principalement situées au niveau du derme. On peut avoir des montées de lymphocytes au niveau de l'épiderme, ce qu'on appelle de l'épidermotropisme. Et on peut voir ici, par exemple, la présence d'un lymphocyte T cytotoxique. Il existe une classification des mécanismes d'hypersensibilité spécifique, donc c'est la classification de Gell et Coombs, qui se catégorise en 4 types. Le premier type, plutôt avec des IgE, donc médiés par des antigènes solubles et qui va permettre d'activer les mastocytes et donc la production d'histamine. Vous voyez ici l'antigène qui vient activer donc le mastocyte et qui va libérer de l'histamine. Donc les maladies associées, ce sont les rhinites allergiques, l'asthme ou encore l'anaphylaxie avec l'urticaire dont on parlait tout à l'heure. Le type 2 avec des IgG, donc soit c'est un antigène d'une cellule de la matrice qui va venir activer le complément ou encore le récepteur FCR des cellules qui va entraîner une phagocytose ou une stimulation des cellules NK et pour lequel vous auriez comme maladie des cytopénies médicamenteuses, des réactions transfusionnelles, une anémie hémolytique auto-immune ou encore du pemphigus. Il peut également exister une stimulation d'anticorps antirécepteurs parce qu'il y a un récepteur cellulaire de surface et donc vous avez la production d'anticorps et qui vont conduire à des thyroïdites, des myasthénies ou encore également l'urticaire chronique. Le type 3 via des IgG, donc c'est un antigène soluble qui va venir stimuler le complément et des phagocytoses et vous pourriez avoir comme maladie une maladie sérique, lupus sérique ou encore des vascularites. Et puis, il existe le type 4 avec les lymphocytes Th1 qui vont, à travers des antigènes solubles, activer les macrophages et ça va être ce que l'on va voir dans les IDR à la tuberculine, les rejets de greffe, les arthrites, le diabète ou le psoriasis. Via les lymphocytes Th2,
Ce seront à travers des antigènes solubles la production d'IgE, d'activation des éosinophiles et des mastocytes. C'est ce que l'on va voir dans les asthmes chroniques, les rhinites chroniques, les dermatites atopiques. À travers les lymphocytes Th17, eh bien, ce sera l'activation des neutrophiles par un antigène soluble, et donc ce sera le cas dans le psoriasis, maladie de Crohn ou encore la polyarthrite rhumatoïde. Et puis enfin, à travers les lymphocytes T cytotoxiques, donc à travers une cytotoxicité liée à un antigène associé à une cellule, eh bien, ce sera une dermatite de contact, rejet de greffe ou encore diabète de type 1 qui pourront apparaître comme maladie. Pour finir, on va prendre un exemple, l'eczéma de contact allergique, qui est une réaction d'hypersensibilité retardée de type 4, et donc qui va commencer par une phase de sensibilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un individu jusque-là non malade va présenter une phase asymptomatique. Donc, il ne va pas savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son corps. Il va y avoir alors une génération de lymphocytes T spécifiques effecteurs pro-inflammatoires. Qu'est-ce qui va se passer? Une molécule en cause, naturelle ou de synthèse. Donc, ça peut être par exemple du nickel, ça peut être par exemple un constituant d'une teinture de cuir chevelu, ça peut être plein de choses. Donc, cette aptène, qui est une petite molécule qui est très peu irritante et qui va se présenter à la surface de l'épiderme. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une activation de l'immunité cutanée innée qui va l'apercevoir comme un danger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos cellules dendritiques, nos cellules donc, de Langerhans situées au niveau de l'épiderme, vont la percevoir comme un danger, vont quitter la peau et vont venir, grâce au vaisseau lymphatique afférent, rejoindre le ganglion. Et au niveau du ganglion, ils vont présenter l'aptène liée à un peptide aux lymphocytes T naïfs qui vont ensuite, comme on l'a vu, ils vont se développer en lymphocytes TCD4+, ou lymphocytes TCD8+, dans la zone paracorticale du ganglion. Une fois que cette réaction s'est faite au sein du ganglion et qu'il y a une génération de lymphocytes spécifiques de cette aptène, il y a alors un retour dans la circulation générale et les lymphocytes vont alors circuler entre la peau et le ganglion jusqu'à rencontrer éventuellement à nouveau cet antigène de façon à pouvoir être réactif. La migration au niveau du tissu cutané est due à l'interaction des lymphocytes T mémoire CLA4, ce sont des lymphocytes mémoire spécifiques au niveau du derme, avec également la I-sélectine présente au niveau des vénules post-capillaires. Ensuite, il va se produire la phase de déclenchement-révélation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle exposition cutanée au même aptène. Ça peut être donc encore une fois du nickel, ça peut être encore une fois une teinture, un constituant d'une teinture d'un cuir chevelu, etc., etc. Bien entendu, vous pouvez avoir été exposé pendant des mois, des années à ces constituants, mais un beau jour, vous avez eu votre phase de sensibilisation, et une fois que cette phase de sensibilisation a eu lieu, alors vous avez la phase de déclenchement, la phase de révélation qui va se produire la fois d'après. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir une prise en charge de cette aptène par les cellules dendritiques, à nouveau, donc les cellules de Langerhans, qui vont cette fois-ci non plus les présenter au ganglion comme ça s'est fait pendant la phase de sensibilisation, mais ils vont les présenter directement aux lymphocytes T patrouilleurs par le biais de leur CMH1 et de leur CMH2. C'est-à-dire qu'il va y avoir une activation respective, comme on l'a vu, des lymphocytes TCD8+, via le CMH1, des lymphocytes TCD4+, via le CMH2. Donc, ces réactions vont être spécifiques et donc ça va entraîner une activation de la cytotoxicité des lymphocytes T et de la production de cytokines et de chimiokines de type 1, de type 2 et ou de type 17. Il va y avoir une activation des kératinocytes et des cellules endothéliales, ainsi que du recrutement des leucocytes, des polynucléaires neutrophiles, des lymphocytes T spécifiques dans le derme et dans l'épiderme. Il va y avoir une apoptose intense des kératinocytes, une modification histologique et clinique de la maladie. Donc, on va voir apparaître, par exemple, dans le cadre de l'eczéma, une spongiose au niveau de notre épiderme. On va voir apparaître des vésicules. Et durant plusieurs jours à plusieurs mois, il peut y avoir une persistance de l'antigène au niveau cutané et de la mise en place de mécanismes de régulation anti-inflammatoires. Enfin, il va y avoir une phase de régulation qui va apparaître à l'aide des lymphocytes T régulateurs, donc des Treg, qui vont être recrutés au niveau du site inflammatoire et qui vont inhiber les lymphocytes T effecteurs, à la fois par contact direct et en produisant des cytokines pro-inflammatoires. On a parlé des interleukines 10 et du TGF-bêta. Cela va permettre alors d'éteindre l'inflammation cutanée en quelques jours. Voilà de nouveau le graphique complet avec cette phase de sensibilisation initiale qui va jusqu'au ganglion, puis ensuite la phase de déclenchement qui va venir directement présenter aux lymphocytes T effecteurs et le rôle des lymphocytes T régulateurs qui vont permettre d'éteindre l'inflammation au bout de quelques jours. En pratique, comment ça se présente? Eh bien, ici, un patient a eu une chirurgie digestive pour laquelle une stomie a été créée. Donc, on a abouché le tube digestif à la peau et donc on a collé différents pansements
pour pouvoir maintenir le tout. Et le patient présente quelques jours après l'intervention une énorme lésion érythémateuse périphérique de cette zone, vous voyez, qui est assez prurigineuse. Initialement, il était suspecté une infection cutanée bactérienne, mais pas du tout. Il s'agit finalement d'un eczéma de contact. D'un eczéma de contact à quoi? Eh bien, au sparadrap, ici, donc ce patient avait eu une sensibilisation précédemment à du sparadrap, et lorsqu'on a réappliqué du sparadrap, eh bien, au bout de quelques jours, on a eu un eczéma de contact au sparadrap. Qu'est-ce que l'on va faire pour confirmer cela? On va faire des patch tests, c'est-à-dire qu'on va mettre des batteries standards, on va mettre un bout de sparadrap dans le dos pendant quelques jours, et au bout de 2-3 jours, on va regarder, et on regarde cette zone, et on va voir apparaître un eczéma, et on va donc confirmer cet eczéma de contact au sparadrap. On va confirmer cet eczéma de contact à différents constituants. Ici, ce n'est pas le dos du même patient, il y a différentes positivités, vous pouvez voir à ce niveau-là et ici. Et donc, on va pouvoir donner des recommandations aux patients de ne plus appliquer ce type de produit sur sa peau, mais également, si c'est le cas, d'appliquer des dermocorticoïdes pour pouvoir lutter contre l'inflammation. On a vu tous ces globules blancs, tous ces lymphocytes sous la peau, eh bien, à l'aide des dermocorticoïdes pendant quelques jours, eh bien, vous allez pouvoir réduire cette inflammation et permettre à la peau de se reconstituer. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo ou à m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu vidéo supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato IST.